15 septembre 1940, 11h47, 7000 mètres d'altitude au-dessus du Kent, en Angleterre. Le commandant d'escadron Douglas Bader incline brusquement son Hawker Hurricane vers la gauche tandis que des balles traquantes fendant l'espace sec qu'occupait son cockpit une seconde de plus tôt. Le bif s'indique qu'il a déjà tué 2 pilotes ce matin. Bader ne les voit pas. Aucun d'eux ne les voit baigner avant qu'il ne soit trop tard. Les chiffres sont implacables. Au cours des 4 premiers mois de la bataille d'Angleterre, le fit à commande de la RAF perdit 547 à Paris. Les chasseurs allemands sont responsables de 792 de ces victoires. Et dans 73% des cas, les pilotes britanniques ne voyant jamais leur attaquant avant que les premiers tirs ne l'atteignent, ils mourront à l'aveugle. Le Hurricane a une meilleure maniabilité que le Bf 109. Les pilotes britanniques le savent, mais on ne peut esquiver ce qu'on ne voit pas. Et la visibilité arrière du Hurricane est catastrophique. L'appui tête blindé qui protégeait les pilotes des attaques frontales exclut un angle mort considérable. C'est un dans la 45 degrés de chaque côté du tableau de bord. Les pilotes se tordent le cou jusqu'à se faire craquer à l'vertèbre. Cherchant désespérément à repérer l'ennemi qui tente de prendre de l'altitude derrière eux. En octobre 1940, l'espérance de vie moyenne d'un pilote de Hurricane en service actif est de 87 jours de vol. 4 semaines, c'est tout le temps dont dispose un jeune homme entre son premier et son dernier vol. Ce que nul ne sait, ni Bader, ni le maréchal de la Rudauing, ni même les pilotes de la Luftwaffe qui les taquinent, c'est qu'un ingénieur de 34 ans, son diplôme d'aéronautique et avec une atelier rempli de chutes de tissu, a déjà trouvé la solution. Sa solution coûtait 11 shillings par avion. Le ministère de la jugèrent absurde. Les ingénieurs supérieurs la déclarèrent aérodynamiquement impossible. Les pilotes et sa refusèrent de voler avec ces dispositifs installés. Pourtant, elle sauvera plus de vies que toute autre modification dans l'histoire de la RAF. Royal Aircraft Establishment, Farnborough, Hampshire. En 1940, la salle de conférence est remplie des plus brillants esprits de l'aéronautique britannique. Le vice-marshal de la Trafford-Imalerie se tient devant un tableau noir couvert de schémas et de statistiques de pertes. Les chiffres racontent une histoire de massacres systématiques. Messieurs, nous sommes en train de perdre la guerre de la visibilité. Commence l'Imalerie en tapotant un schéma du cockpit du Hurricane. Nos pilotes ont un angle mort de 90 degrés directement vers l'arrière. Le pilote du 109 se positionne dans ce cône, s'approche à 200 mètres et tire. Ils ne se rendent compte de rien jusqu'à ce que les obus de canon percent cette réservoir de carburant. Les solutions proposées remplissent 3 pages de notes de service. Hawker Aircraft suggère de repenser entièrement la verrière, ce qui prendrait au moins 18 mois, compte tenu des retards de production. Une autre équipe propose d'installer des rétroviseurs, mais les 16 ont soufflerie montrant qu'il y craint des turbulences, qui réduisent la vitesse maximale de 6,5 km/h. À altitude de combat, c'est la différence entre intercepteur en bombardier et le voir s'échapper. Le médecin Frederick Lindemann, conseiller scientifique de Churchill, préconise l'installation de caméras orientées vers l'arrière avec des écrans de cockpit. Cette technologie n'existe pas. Le calendrier de développement est inconnu. Le coût est astronomique. Le commandant d'escadron Peter Townsend et ses membres mis de blessures récusent lors d'un combat aérien qu'il n'a pas vu venir, offrent les points de vue du pilote. On se cassait le cou assez de regarder derrière nous. J'ai vu des hommes se faire des claquages si graves qu'ils ne pouvaient plus tourner la tête pendant une semaine, et pourtant les Cessna 109 passant. On a besoin de voir derrière nous sans se retourner. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de solution simple, répond Henry Tizard, président du comité de recherche aéronautique. La conception du Hurricane est fixée. On ne peut pas déplacer l'appui-tête, sa plaque de blindage, essentielle à la protection du pilote. On ne peut pas relever le siège du pilote. La géométrie du cockpit ne le permet pas. On ne peut certainement pas allonger la verrière. Cela nécessiterait de réutiliser toutes les chaînes de production en Grande-Bretagne alors que nous peinons déjà à remplacer les pertes du combat. Le consensus expert est unanime. Améliorer la visibilité arrière exige une refonte fondamentale de la cellule. Le Hurricane devra composer avec son angle mort et les pilotes continueront de mourir au rythme actuel jusqu'à ce que les Spitfire, grâce à sa visibilité supérieure,
puis le remplacer comme chasseur principal. Agencia STEM, mi 1941, l'enjeu est crucial. Le futur commun de la RAF per ses pilotes expérimentés à un rythme alarmant bien plus rapide que celui de la formation des pilotes. Chaque semaine, la Luftwaffe gagne en audace. Les barges d'invasion de Hitler affluent dans les ports français. La Grande-Bretagne a besoin d'une solution immédiate pendant 9 mois. Mais les lois de la physique et de l'ingénierie ne semblent offrir aucune perspective d'avenir. La réunion se termine sans recommandations concrètes. L'usine aéronautique de Brooklyn, Syrie, voit le jour le même jour. Frederick George May n'a pas l'air d'être l'homme qui révolutionnera les combats aériens. À 34 ans, cet ingénieur autodidacte a quitté l'école à 6 ans pour travailler dans l'atelier des meubles de son père. Il n'a ni diplôme universitaire, ni formation aéronautique, et rien dans sa compétence pour concevoir des modifications. Pour les chasseurs de Sa Majesté, ce qu'il possédait, c'est une petite entreprise aéronautique, Miller Aircraft Lowe, qui construit des avions d'entraînement sous contrat, et d'une attention obsessionnelle portée à ce que disent réellement les pilotes. Mais il passait ses pauses de déjeuner à la cantine de l'usine écoutée. Aujourd'hui, un pilote de Hurricane nommé James Nicholson décrit son récent combat avec une précision inhabituelle. Nicholson recevra plus tard la croix de Victoria pour avoir continué à attaquer un bombardier allemand lorsque son avion brûlait autour de lui, mais pour l'instant, il se concentre sur un autre problème. Je savais qu'il était là-bas, dit Nicholson en remuant son délégué. Je le sentais, vous savez, comme on sent quelqu'un vous observe, mais je ne pouvais pas le confirmer, sans rompre la formation et faire demi-tour. Le temps que je fasse demi-tour, il avait déjà ouvert le feu. Il a transpercé mon réservoir de réserve avec des obus de 20 mm. Mais il se penche en avant. Et si vous pouviez le voir sans faire demi-tour, les rétroviseurs ne fonctionnent pas. Ils ont essayé les rétroviseurs. Par les rétroviseurs, dit lentement Mill, une idée se cristallisante. Et s'il lui-même pouvait vous le dire. Ce soir-là, Mill restait dans son atelier, entouré d'échantillons de tissus et de dessins techniques. Il repense à une observation faite lors d'une tempête l'hiver dernier. La façon dont un tissu tendu sur une armature vibrait et ondulait dans l'air turbulent, créant des motifs visibles qui révélaient des courants d'air invisibles. Les avions se déplaçant de la même manière. Ils laissent derrière aux ensilages une traînée d'aperturbés semblable à celle d'un navire. Un chasseur a lieu poursuit de traverser cette aperture pour s'approcher et abattre sa cible. Et si l'on pouvait rendre cette perturbation visible? Miles sort un rouleau de tissu de coton léger, le même matériau utilise pour le revêtement des gouvernes. Il découpe une bande de 45 cm de long sur 7,5 cm de large. À son établi, il façonne un cadre simple avec du fil d'acier à haute résistance, le même que celui utilisé pour les câbles de commande des avions. La bande de tissu est fixée au cadre par des attaches rapides. Le concept est d'une simplicité déconcertante. Fixer ces bandes de tissu sur l'extrados de l'aile du Hurricane, juste derrière le cockpit, là où le pilote peut les voir du coin de l'œil. Lorsqu'un avion poursuivant pénètre dans le sillage de l'ouragan, les turbulences feront onduler les bandes de tissu selon des motifs distinctifs. Le pilote n'aura pas besoin de faire demi-tour. Il apercevra l'avertissement du coin de l'œil et saura instantanément, instinctivement, qu'un ennemi se rapproche pas derrière. Mais il dessine un schéma de montage. Les bandes seront fixées au bord d'attaque des ailes, légèrement inclinées vers le port captant un flux d'air maximal. Poids total, 400 grammes, coût total, 11 shillings pour les matériaux et la main-d'œuvre. Il contemple son prototype rudimentaire, on dirait un bricolage d'enfant. Le ministère de l'Art va se moquer de lui. Il décide de les tester malgré tout. Brooklyn est un rêve. 3 septembre 1940, 6h15. Miles arrive avant l'aube, ses bandes de tissu dans son sac en toile. Un Hurricane qui est immobilisé sur le tarmac pour maintenance de routine. Officiellement indisponible pour les 16 en vol, mais a convaincu le chef de l'équipe de maintenance, un certain Bersimon, de fermer les yeux pendant 20 minutes. C'est tout à fait anormal, monsieur Mill. Marmon Simons en aidant à positionner une échelle contre l'aile du Hurricane. Si le commandant des groupes découvre que je voulais laisser modifier un avion de service sans autorisation, on ne lui dira rien, répond Mill en grimpant sur l'aile.
Les bandes des tissus se fixant à l'aide d'éclipses à ressort. Elles sont conçues pour s'agripper au bord d'attaque de l'aile. L'installation prend 12 minutes. Les bandes flottant doucement dans la brise matinale, paraissant complètement ridicules sur la peinture de camouflage usée du Hurricane. Le pilote d'essai George Bullman arrive, café à la main, et s'arrête net en voyant le travail de Mill. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un système d'amélioration de la visibilité, répond Mill en descendant. On dirait que vous avez décoré un chasseur avec des mouchoirs de dames. Vous voulez bien le piloter. Bullman survole lentement l'appareil en examinant les bandes. Le ministère de l'Air n'a pas approuvé ça. Cette modification n'a pas été testée en soufflerie. On n'a aucune donnée sur son impact sur le comportement de l'appareil. Pour autant que sachez, si bandes pourraient se déchirer à grande vitesse et endommager l'empennage, ou au contraire, sauver des gises. Mill rétorque, ce n'est pas comme ça qu'on procède. Il y a des procédures, des protocoles, des analyses de sécurité. Pendant que suit les procédures des pilotes Muron. Quaterving septios, George, c'est l'espérance de vie moyenne en service actif actuellement. Quaterving septios. Bullman fixe les bandes dessous, puis Mill. S'il y a un problème haute, c'est ma licence qui est en jeu. Je sais. Et c'est qu'à marcher, tout attribue tout le mérité. Je ne veux pas que mon nom soit associé à un truc aussi ridicule. Marche conclue. Bullman monte dans le cockpit. Le moteur Rolls-Royce Merlin toussait, puis reguide. Miles observe depuis la ligne de vol le Hurricane rouler jusqu'à la piste, se mettre face au vent et d'accélérer. La queue se soulève, les roues quittent le sol. Les bandes dessus claquent violemment dans le silage, mais elles tiennent en banc. Pendant 20 minutes, Bullman met le Hurricane à l'épreuve. Montées abruptes, virages serrés, pics à grande vitesse. À l'atterrissage, son visage est impassible. Alors, demande Miles tandis que Bullman descend. Ça marchait, répond Bullman d'une voix calme. J'ai demandé à Simon de me poursuivre dans le Miss Master d'entraînement. À chaque fois qu'il s'approchait de moins de 400 mètres, les bandes s'agitaient frénétiquement. Différents motifs selon sa position, s'animaient à partir d'une simple ondulation à l'arrière, sur les côtes. Je pouvais le localiser sans même le regarder. Alors on montre ça au ministère de l'Air. Bullman rit amèrement. Si vous montrez ça au ministère de l'Air, ils vous feront interner. C'est une violation flagrante de tous les principes d'une conception aérodynamique propre. C'est du ruban adhésif en tissu collé à un avion de chasse avec des clips à ressort. Les ingénieurs expérimentés diront que c'est amateur, dangereux et absurde. Ils ne l'approuveront jamais. Alors, que faire? Les contourner. Bullman dit qu'il faut s'adresser directement à quelqu'un qui se soucie davantage des pilotes morts que du respect des procédures. Quartier général du fait et commande, Bentley Prairie. 10 septembre 1940, 14h30. La salle de conférence est remplie de visages hostiles. Le vice-marshal de la Limalerie a réuni les mêmes experts qui, 3 semaines plus tôt, avaient déclaré le problème de visibilité insoluble. On leur annonce maintenant qu'on peut les fabricants de meubles à trouver avec des bandes de tissu, une solution qui leur avait échappé. Mais c'était devant la salle, son prototype rudimentaire monté sur un panneau de démonstration. Joseph Smith, successeur de médecine, Reginald Beecher chez Supermarine, examine les bandes avec une méprise à peine dissimulée. C'est votre solution? Demandait Smith. Tout ruban adhésif en tissu, des bandes de tissu fixées sur des pinces à ressort. Corrige Miles. Elles détectent les perturbations aux fluides causées par les avions poursuivants et fournissant un avertissement visuel au pilote. Aerodynamically impossible, déclare le médecin William Farren du Royal Aircraft Establishment. Les silages de l'ouragan provoqueraient un flottement constant. Les pilotes recevraient sans ces efforts adaptés. Ce serait pire qu'inutile. Cela le distraiterait activement. Les données d'essai prouvent le contraire. Mill répond en distribuant le rapport de vol du Bullman. Sur d'Ixep approchait d'attaques simulées, les bandes ont fourni un avertissement précédent d'Ixep CAS. 0 fausse alerte. La salle s'embrase. SS non autorisé sur un avion en service. Quelqu'un qui, où sont les données de la soufflerie? Quelle est des contraintes structurelles à haute vitesse? Cela contrevient à la spécification 3634 du ministère de l'Air. Sir Henry Tizard lève les mains pour imposer le silence. Monsieur Mill, j'apprécie votre enthousiasme, mais nous ne pouvons pas modifier des chasseurs de première. Il n'y a sur la base de ce vos desseins non autorisés.
Si Bunt pourrait se déchirer et causer des dommages catastrophiques. Elle pourrait affecter la maniabilité en conditions de combat. Elle pourrait créer des turbulences réduisant les performances sans protocole d'essai approprié. Combien de pilotes sont morts pendant que vous discutiez des protocoles d'essai s'interrompent Miles? Le silence retombe. Hier, nous avons perdu 14 Hurricanes. La semaine dernière, 41. La Luftwaffe tue nos pilotes parce qu'ils ne viennent pas leur science. Je propose une solution qui coûtait 11 shillings par avion et s'installe en 20 minutes. Combien d'hommes doivent mourir avant que nous essayions autre chose? Ça suffit d'efforts de Montésave. Cette réunion est une démonstration. Tous les regards se tournent vers lui. Le mahal de l'air Hudaing entre discrètement et se place maintenant au fond de la salle. À 58 ans, Dutton commande le commandement de chasse de la RAF et porte la responsabilité personnelle de la mort de chaque pilote. Son visage est de pierre, ses yeux sont pas les listes de victimes. Monsieur, pas rien à dire, Mills, montrez-moi comment ça marche. Passe dans une salle de conférence en boule. Proteste le mahal de la tisade. Ce dispositif n'a pas été correctement évalué. Il n'y avait pas de radar non plus quand j'ai approuvé son installation. Le coup du temps. L'armement a mitrailleuse et du Spitfire. Nous n'avions pas non plus une douzaine d'autres innovations que tout le monde disait impossible jusqu'à ce que nous les fassions fonctionner. Monsieur Mill, vous ferez la démonstration de vos bandes demain à Norfolk. J'assisterai personnellement à la démonstration. Si elles fonctionnent comme vous le prétendez, j'autoriserai des essais immédiats sur le terrain avec les escadrons opérationnels. Si elles ne fonctionnent pas, vous les retirerez et vous ne me ferez plus jamais perdre mon temps. Comprise, oui, monsieur. Monsieur Dory prend la parole. Nous sommes en train de perdre cette bataille, non pas parce que nos pilotes manquent de courage et de compétences, mais parce qu'ils combattent l'aveugle. Si des bandes de tissus pouvant changer cela, peu m'importe qu'ils aillent en la ridicule ou qu'ils enfreignent les principes de l'aérodynamisme. Ce qui m'importe, c'est qu'ils sauvent des gis. La séance est levée. Si ces histoires d'innovation ou sont passionnantes, abonnez-vous. Nous dévoilons si peu d'histoires méconnues chaque semaine, et vous ne voudrez pas manquer à la suite. Revenons à maintenant au moment de vérité de Mills. RAF Norfolk, 11 septembre 1940, Dix-3 Hurricanes sont stationnés sur la piste. L'un d'eux est équipé des bandes de tissu installées par Mills. Les deux autres sont d'origine. Doubting, les bras croisés, observe le commandant d'escadron Douglas Bader. Le pilote son jambe est devenu une légende, examinez les bandes avec scepticisme. Tu veux que je vole avec des mouchoirs sur les ailes? Je veux que tu survives, répond Mill. Le protocole est testé simple. Deux Hurricanes tenteront de se positionner dans l'angle mort de Bader, à proximité de sa portée de tir, sans être détectés. Bader pilotera d'abord le Hurricane modifié, puis un appareil non modifié à titre de comparaison. Silence radio total. Bader dut se fier uniquement à la détection visuelle. Il décolle monté à 4572 mètres 15 000 pieds et entame un circuit de patrouille aérienne de combat. Doubting observe aux jumelles les deux avions poursuivants se mettre en position. Dans le Hurricane modifié, Bader percourt les bandes de tissu du coin de l'œil. Elles flottent doucement dans l'air calme. Soudain, la bande de gauche se met à onduler. Pas violemment, mais une vague caractéristique se propageant de l'avant vers l'arrière. Bader jette un coup d'eau et la gauche est derrière lui. Rien de visible, mais la bande ne ment pas. Il vire brusquement à gauche, subissant une accélération de 4 $ guyanais, et un ouragan traverse l'espace qu'il vient de quitter. Contact. Bader communique par radio. Quartier gauche 400 mètres. Le motif se répète, la bande de droite ondule. Bader vient à droite et repère son poursuivant qui prend de l'altitude. Contact quartier droit. Les deux bandes vibrent simultanément, immédiatement à l'arrière. Bader appelle et exécute un tonneau qui le met à l'aise avec son poursuivant. Au sol, l'expression de Dutting reste impassible, mais son chef d'état-major remarque qu'il sert plus fort ses jumelles. Le deuxième test dans son ouragan non modifié raconte une toute autre histoire. Bader se tord sur son siège dans le cou et s'en séparément de repérer ses poursuivantes. Il en repère un pas pour Hassaf. Il ne voit l'autre que lorsqu'il s'éloigne. 2 contacts, annonce-t-il par radio, mais j'ai dû me démener pour les obtenir. Après l'atterrissage, Bader sort de l'appareil et se dirige directement vers Mills. Quand est-ce qu'on peut équiper tous les Hurricanes du fighter command?
Les 16 officiers commencent immédiatement. Au cours des 10 jours suivants, 12 pilotes opérationnels effectuent 57 missions de combat simulées. Les données sont accablantes. Sans bande réfléchissante, les pilotes détectent les avions poursuivants dans 31% des cas avant d'atteindre la portée de tir simulé. Distance de détection moyenne, 380 yards, environ 350 mètres. Avec les bandes réfléchissantes, c'est taux passé à 89%. Distance de détection moyenne, 520 yards, environ 475 mètres. Si et 140 yards supplémentaires, soit moins de 2 secondes à vitesse réduite, font toute la différence entre une manœuvre d'évitement et des tirs de canon. Le 25 septembre 1940, Dowting autorise la production et l'installation immédiate. Miles Aircraft Lenti recueille un contrat pour la fabrication de 10 000 kits. L'installation commence auprès des escadrons de première ligne. Le lendemain, 4e octobre 1940, 14h15, à 6500 mètres d'altitude au-dessus de Londres, le sous-lieutenant Eric Lockhart effectue sa première mission de combat depuis que son Hurricane a reculé bande de miles. La Havingtons, 17 jours de vol en combat sont actifs, et représente exactement le type de pilote que la RAF perd trop rapidement. Son escadron, les courants données de la RAF, recueille l'ordre d'intercepter une formation de bombardiers Hankel escortés par des Bf-109. Les bombardiers sont faciles à repérer. Les bandes sont regroupées en formation série. Lockhart se positionne pour une attaque au fait se concentrer sur les bombardiers de tête. Il ne voit pas les Bf-109 qui descendent de 6 Hills, prêts à tirer, mais les bandes de tissu le réparent. Lockhart aperçoit le mouvement du coin de l'œil, les deux bandes ondulent violemment. Sans réfléchir, il vire brusquement à droite, tirant si fort que des contours apparaissant dans sa vision. Des obus de canon déchirant l'espace qu'occupait son cockpit une seconde de plus tôt. Locke fait marche arrière, grimpe à toute vitesse et se retrouve nez à nez avec le Bf-109. Les deux pilotes y rentrent. Les balles allemandes manquent leur cible. Celle de Locke, non. La verrière du 109 se brise. L'appareil se retourne et s'écrase sans une traînée de fumée. Locke n'a pas le temps de savourer sa victoire. Les bandes de radar tremblent à nouveau. Une autre 109 se rapproche par la gauche. Il vire à gauche, aperçoit le chasseur ennemi et se repositionne. Le combat aérien durait 90 secondes. À la fin, Locke a abattu son deuxième appareil de la journée et son Hurricane présente étroit impacts déballés dans l'empennage. Pas un seul dans le cockpit ni dans les réservoirs de carburant. Je l'ai vu venir rapporter Locke lors du débriefing. Pas avec mes yeux, avec ces satanistes bandes de audace. Ils m'ont donné 2 secondes d'avertissement. C'est tout ce qu'il me fallait. Les rapports de combat fluent les semaines suivantes. Escadron après escadron, le même scénario se répète. Les pilotes survivants à des combats qui leur auraient été faits auparavant. Les statistiques sont éloquentes. Septembre 1940, avant l'introduction des bandes de ciseaux, le taux de perte des Hurricanes faits aux attaques des chasseurs était de 73 appareils pour 1000 sorties. Novembre 1940, après l'introduction de ces bandes, ce taux se tombe à 44 appareils pour 1000 sorties. C'est une réduction de 40% des pertes. En termes humains, cela représente 40% des télégrammes en moins envoyés aux mères, aux époux et aux enfants, et 40% de pilotes en plus prêts à combattre le lendemain. Les Allemands s'en aperçoivent. Les rapports de renseignement de la Luftwaffe décrivant de mystérieux dispositifs ont tissé sur les chasseurs de la RAF. Le Berlois Franz von Bera, abattu et capturé en septembre, on parle lors de son interrogatoire. Les Hurricanes ont commencé à esquiver nos attaques avant même que nous devions le faire. Nous pensions qu'ils avaient installé un radar arrière, une nouvelle technologie britannique. Puis j'en ai vu une sol après ma capture, des bandes de tissu comme des jeux d'enfants, mais elles fonctionnaient. Notre taux de victoires a chuté de manière significative en octobre. Les pilotes d'Hurricane étaient en plus aveugles. Dès décembre 1940, les bandes des Émiles, officiellement désignés dispositifs d'avertissement de flux d'air de type M, sont installés de série sur les Hurricanes de la Force 47. Cette modification s'étend à d'autres types d'appareils. Les Spitfire en sont équipés en janvier 1941. Les 50 Mustang américains, engagés en Europe, utiliseront des versions modifiées à partir de 1943. L'histoire devient encore plus remarquable par la suite. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.
Nous ne faisons ce qui commence à explorer ces pans d'histoire méconnus qui ont changé la guerre à jamais. Il est impossible de calculer précisément le nombre de vies sauvées, mais les estimations de la recherche opérationnelle de la RAF sont prudentes. Au minimum, 340 pilotes ont survécu à des rencontres qui n'auraient statistiquement pas dû survivre, grâce à l'alerte précoce fournie par ces bandes. Ce sont 341 rentrés chez eux. 341 000 qui ont formé la génération suivante de pilotes. 341 000 qui ont combattu lors des campagnes qui ont suivi, Afrique du Nord, Italie, France. Le sous-lieutenant Eric Lash survit à la bataille d'Angleterre et devient un des as de la RAF. Avec 26 victoires confirmées, il attribue à la formation des pilotes le mérite de lui avoir sauvé la vie à au moins 4 reprises. L'armée en 1941 a battu au-dessus de la France, mais il vit assez longtemps pour former 12 nouveaux pilotes, dont 3 survivants à la guerre. Il attribue la survie de ses élèves à la formation des pilotes. Les répercussions de cette formation se multiplient au fil des années et des générations. Usine aéronautique Mills-Souris, 8e mai 1945. Jour de la victoire en Europe. Frédéric Mills se tient dans son atelier, entre deux ouvriers en lice. On lui tend un verre de champagne. La guerre en Europe est finie. La Grande-Bretagne a survécu. Une délégation arrive. 3 officiers de la RAF, désormais uniformés de tom de paix, et d'un jeune homme en civil. Ce dernier s'avance et lui tend la main. Monsieur Mills, je suis Jamie Colson. Et nous sommes en compte, en 1940. Vous m'interrogez sur la visibilité. Mills se souvient du pilote des Hurricanes à la cantine, la conversation qui a tout déclenché. Je voulais vous remercier, poursuit Nicholson. J'ai volé avec vos bandes pendant 4 ans, et l'on me sauve la vie à 2 reprises, à ma connaissance. Probablement plus souvent, mais je ne le saurai jamais. Grâce à vous, je suis rentré chez moi. Grâce à vous, je me suis marié l'année dernière. Grâce à vous, j'aurai des enfants qui ne sauront jamais à quel point ils ont faux les mots. Mais il ne sait que dire. Il n'a jamais été à l'aise avec la gratitude. L'officier supérieur, désormais capitaine de groupe, sort un document. Le ministère de l'Air souhaite saluer votre contribution à l'effort de guerre. Nous vous recommandons pour l'ordre de l'Empire britannique. De plus, il y a la question de la compensation. Votre innovation a permis à la couronne d'économiser des millions de livres en coût de remplacement d'avions sans parler de la valeur inestimable des vies sauvées. Nous sommes prêts à vous faire une offre. Non, l'interrompt doucement Maïs. Je suis désolé. Je ne veux pas de reconnaissance. Je ne veux pas de compensation. J'ai fait ce qu'il fallait. C'est tout. Monsieur Mills, vous avez sauvé des centaines de vies. J'ai fabriqué des bandes de tissus. Les pilotes ont sauvé des vies. Ce sont d'eux qui, chaque jour, se sont engagés dans des combats. Ce sont d'eux qui méritent d'être reconnus. Les officiers échangent un regard. Acceptez au moins obé. J'apprécie sincèrement l'offre, mais non. Donnez ces honneurs aux pilotes. Donnez-les aux équipes sur qui ont permis aux avions de voler. Je ne suis qu'un ingénieur qui a eu de la chance. Mills n'accepte jamais la reconnaissance officielle. Il refuse les interviews, refuse d'écrire ses mémoires et demande son retire des ouvrages historiques officiels. Lorsque des historiens de l'aviation le retrouvent dans les années 1960, ils l'audit la même chose. Les bandes fonctionnent parce que les pilotes faisaient confiance à leur instinct. Je leur ai simplement fourni un outil. Le courage était le leur, pas le mien. Les bandes étaient sur en service jusqu'en 1945. Production totale, 23 470 jeux. Installation sur 14 types d'avions, différents au sein des 5 forces aériennes, la RAF, la CHAF, la RAF, la HANSAF et l'US Army Air Forces. Une analyse d'après menée par la section de recherche opérationnelle de l'ARC estime que 120 pilotes sont survécu à des rencontres qui en ligne statistiquement pas dû survivre. Les bandes réfléchissantes étant un facteur contributif. Cette technologie paraît aujourd'hui primitive, voire risible. Les chasseurs modernes sont équipés de détecteurs d'alerte radar, de systèmes d'alerte d'approche de missiles et de systèmes de fusion de capteurs à 360 degrés. Pourtant, le principe est découvert par Mills, qui consistait à utiliser les perturbations de l'écoulement de l'air pour détecter les menaces, restait valable. Les drones modernes utilisant des réseaux de capteurs sensibles à la pression
pour détecter les aéronefs à proximité grâce aux turbulences de silage. La physique n'a pas changé, sur la mise en œuvre a évolué. Mais les essais en 1966, à l'âge de 70 ans, après avoir consacré les années d'après-guerre à la conception d'avions légers et à la formation de jeunes ingénieurs. Sa écologie dans les dimensions sont avec pendant la guerre à une seule phrase. Aucun représentant du ministère de l'Air n'assistait à ses obsèques, mais en 2003, un groupe de vétérans de la bataille d'Angleterre, aujourd'hui octogénaires, commande une plaque commémorative à Brooklyn. On peut y lire simplement Frederick George Miles, 1906-1966, ingénieur. Ces bandes de tissus nous ont offert quelques secondes. Ces secondes nous ont sauvé la vie. La leçon n'est pas une question de technologie. Elle parle d'humilité, de persévérance et du courage de faire confiance à des solutions simples qu'on les experts. Persistant à croire que seule la complexité est la solution. Mais il n'avait ni les qualifications, ni l'autorité, ni les ressources des institutions. Il avait un atelier, du tissu et la volonté de tenter l'impossible. Parfois, l'impossible est précisément ce qu'il faut. Parfois, la différence entre la vie et la mort tient à un shillings de tissu et de courage d'ignorer tous ceux qui disent que ça ne marchera pas. Parfois, les plus grandes innovations ne viennent pas des laboratoires et des comités de recherche, mais de quelqu'un qui refuse simplement d'accepter que des jeunes meurent d'aveugles. Fin. Durée, environ 21 minutes à 60 mots par minute.